Bonjour à toutes, bienvenue sur notre chaîne Foi et Raison. Alors nous avons eu l'honneur d'accueillir à nouveau le professeur Roger Puivet, éminent philosophe spécialiste de l'épistémologie et de la métaphysique. Alors nous allons ici explorer deux notions fondamentales et puis souvent débattues en philosophie, c'est-à-dire le réalisme et l'antiréalisme, dans une interview qui est menée par une amie à moi, étudiante en théologie, qui s'appelle Johanna. On va essayer de contextualiser un peu en essayant de définir à gros termes ce trait de réalisme. Alors d'abord, le réalisme, dans son sens le plus large, c'est la position selon laquelle le monde existe indépendamment de notre connaissance, de notre perception de celui-ci. En d'autres termes, les objets, les propriétés, les événements extérieurs à nos esprits ont une existence qui ne dépend pas de notre conscience ou de nos croyances. Et puis à l'opposé, on a l'antiréalisme qui soutient que la réalité ou certaines dimensions de celle-ci est en quelque sorte dépendante de nos structures cognitives, nos perceptions, nos langages ou nos pratiques sociales. Un antiréaliste pourrait arguer que ce que nous appelons réalité n'est accessible qu'à travers les filtres de nos théories ou nos constructions culturelles et sociales. Par exemple, en matière de valeurs morales ou esthétiques, l'antiréalisme peut soutenir que ces valeurs ne sont pas des propriétés intrinsèques des objets, mais plutôt des projections de nos systèmes de croyances humains. Alors, avec ces quelques petites définitions en tête, j'ai tenté, Johanna va demander au professeur Puivet de nous éclairer sur les implications de ces positions, non seulement pour la philosophie, mais aussi pour la manière dont nous comprenons le monde et puis notre place en son sein aujourd'hui. Et puis ça va rejoindre un petit peu les débats concernant le socio-constructivisme, etc. Bon visionnage. Je voulais un petit peu creuser ces oppositions avec vous aujourd'hui. Oui, alors moi je suis d'accord avec l'opposition, même caricaturale, de départ. Je ne suis pas sûr qu'elle le soit tant que ça, parce que je crois qu'effectivement il y a deux traditions assez différentes en philosophie, une tradition réaliste et une tradition antiréaliste. Elles n'ont pas toujours été aussi fortes l'une que l'autre selon les époques. Certainement la tradition réaliste est très bien représentée à l'époque médiévale, avec Thomas d'Aquin, et sa source chez Aristote, alors que à partir du, disons, XVIIe siècle, une tradition anti-réaliste d'abord est apparue, puis s'est imposée au point que on pourrait presque dire que ce qui caractérise la philosophie moderne, c'est l'antiréalisme. C'est l'idée que, par exemple chez Kant, il y a bien une chose en soi, il y a bien une réalité qui est indépendante de nous, de notre pensée, mais nous ne pouvons rien en savoir, nous ne pouvons rien en dire même, parce que nous sommes à l'intérieur, on pourrait dire, de nos représentations ou des phénomènes, on parlait comme Kant, et c'est seulement à l'intérieur de ce que le sujet se représente qu'il peut y avoir un discours sur la réalité. Donc dans le cas de Kant, c'est le discours sur la réalité, il peut y avoir un discours objectif, mais les critères d'objectivité de nos représentations, de ce que nous représentations de la réalité, ils sont internes à ces représentations. C'est pas quelque chose qui viendrait de la réalité elle-même. Donc ce qui va caractériser, je crois, l'antiréalisme moderne, c'est l'antiréceptivisme. C'est-à-dire c'est l'idée que la réalité ne pénètre pas notre esprit. Elle ne peut pas pénétrer notre esprit. Tout ce que nous pouvons faire, c'est bâtir une représentation et dans le meilleur des cas, nous pouvons avoir un certain nombre de critères d'objectivité de nos représentations par rapport à une réalité qui en est indépendante et qui est en tant que telle inconnaissable. D'accord. Donc il y a quand même une sortie de soi. Oui, jusqu'à un certain point, jusqu'à ce que certains disent, oui, mais alors si nous ne pouvons absolument rien connaître d'une réalité qui serait indépendante de nous, nous ne pouvons même pas savoir si elle existe. Et de toute façon, puisque nous ne pouvons rien en dire, ça n'a pas beaucoup de sens de considérer qu'elle puisse être une norme
par exemple, de la vérité de ce que nous disons. Donc, dans ce cas-là, la vérité va être définie très différemment. Alors, par exemple, chez les pragmatistes, certains pragmatistes américains, au moins, peut-être pas tous, mais au moins chez certains, ça va être une forme d'utilité pour la connaissance, mais la connaissance étant justement une tentative pour avoir une pensée qui soit cohérente, mais pas une pensée qui soit adéquate oui. à la réalité. Donc ça pourrait être l'utilité, mais ça pourra être aussi simplement l'accord entre nous, une sorte de conventionnalisme, d'accord entre les esprits, et finalement la vérité ce serait cela, mais ce ne serait certainement pas la pénétration des choses telles qu'elles sont. Oui. Et dans ce cas-là, effectivement, il peut y avoir le langage peut constituer plutôt que nos représentations mentales peut constituer le médium dans lequel se fait la réflexion, c'est-à-dire qu'on ne sortirait pas du langage. Il n'y a pas de hors-texte, comme disait Derrida. Donc, on ne sort pas du langage et du discursif, certainement. Et l'idée d'une réalité qui serait indépendante de nous n'a guère, à ce moment-là, de sens. D'où le relativisme aussi qui oui, alors certainement, ça induit un relativisme, puisque pour arrêter le relativisme, il faudrait quelque chose qui soit absolu, et là, il n'y a rien d'absolu. C'est différent, l'antiréalisme doit être différencié quand même de l'idéalisme. Parce que l'idéalisme ne dit pas qu'il n'y a pas de réalité, il dit simplement que la réalité est entièrement mentale, ou entièrement constituée entièrement d'idées. D'accord ? Mais il ne dit pas qu'il n'y a pas de réalité. Tandis que l'antiréaliste, mais petit à petit, c'est venu, a mis en question l'existence même d'une réalité qui serait indépendante de notre discours, ou de nos représentations, ou de notre culture. L'idée d'une distinction entre nature et culture perdrait tout sens, ce qui est devenu une sorte d'évidence aujourd'hui pour beaucoup d'anthropologues, par exemple. La différence entre nature et culture n'aurait pas beaucoup de sens, ou elle ne pourrait pas être radicale, certainement pas. Donc voilà, alors cette tradition-là, dans la pensée moderne, et dans la pensée contemporaine, et alors encore plus dans la pensée française contemporaine, elle est dominante, au point qu'on finisse par penser que faire de la philosophie, c'est dire ça. Voilà. Exactement, oui. Et en quoi est-ce que cette question de la réalité, c'est la question de la vérité ? Je pense que c'est la question de la réalité, la question de la vérité, même si elles sont pas, c'est pas exactement la même, parce que la réalité, on est du côté ontologique, si vous voulez, tandis qu'avec la vérité, on est du côté épistémique ou épistémologique. Donc, on est dans des domaines qu'on pourrait considérer comme différents, mais il y a si vous considérez que la norme de la vérité, c'est, comme le disait Aristote, les choses telles qu'elles sont, eh bien, si vous pensez que l'idée même de choses telles qu'elles sont, indépendamment de nous, et par exemple d'une nature des choses qui serait à connaître, et que nous pourrions appréhender n'a strictement aucun sens, c'est la notion de vérité aussi que vous mettez en question. Et vous pouvez faire de la vérité, comme on trouve chez certains penseurs français contemporains, simplement une question, ou dans une grande mesure, une question de ce qui peut s'imposer, ce qu'un pouvoir peut imposer, comme chez Foucault, et même pour la vérité scientifique, y compris, et même peut-être d'abord pour cette vérité-là. Alors sans parler d'une vérité qui serait une vérité métaphysique ou une vérité qui serait religieuse. Il n'y a plus de faits. Voilà. Ou d'une vérité qui serait morale. Il n'y a plus de faits moraux. Donc on ne peut plus être un réaliste moral. On ne peut plus dire ce qui est bien ou mal, ce qui est déterminé par des faits, quelque chose qui est complètement indépendant de moi et qui fait que je peux agir bien ou mal. Dans ce cas-là, effectivement, tout ça est éliminé, ou il faudrait, parce que c'est cela quand même une grande partie de la philosophie contemporaine, là encore je dirais surtout française, il faut se désillusionner de cela, c'est-à-dire que c'était une illusion métaphysique, il y a une illusion morale
il y a une illusion esthétique aussi. C'est lorsque l'on prétend qu'il y a des critères de vérité qui ne sont pas autre chose que quelque chose qui serait construit par nous, élaboré par nous, qui serait lié à nos intérêts et non pas à une réalité qui est indépendante de nous. Et qu'est-ce que propose le réalisme face à cela, si on creuse un petit peu, Oui. si on creuse cette question de la réalité? Comment peut-on être en adéquation avec les choses? Je ne suis pas sûr que l'on puisse dire qu'il y aurait des arguments réalistes contre l'antiréalisme. Pas plus que je pense qu'il y aurait des arguments antiréalistes contre le réalisme. Il y en a. Il y a quand même eu des ruptures. Oui, il y a des ruptures, mais il s'agit de traditions de pensée qui sont quasiment parallèles et qui ne peuvent pas s'éliminer l'une l'autre. Alors qu'est-ce que propose un réaliste? Un réaliste, il est forcément réceptiviste, c'est-à-dire il pense que dans une grande mesure, ma connaissance de la réalité est liée à ce qu'est la réalité et il suppose que des êtres tels que nous sommes sont faits pour connaître la réalité telle qu'elle est. Donc vous voyez, évidemment, ça comprend une anthropologie qui est métaphysique, qui dit que les êtres humains ont une certaine nature, que le fait d'être un être rationnel en particulier ne signifie pas simplement que vous avez des représentations mentales, mais que les représentations, s'il y en a, si on peut parler en termes de représentations que vous faites, vous pouvez vous les faire de telle façon qu'elles soient une voie d'accès, on pourrait dire, à la réalité qui est indépendante de vous. Oui. Enfin, derrière ces représentations. Voilà. Alors, chez Aristote, ça prend, et chez Thomas d'Aquin, ça prend la forme de ce qu'on appelle l'identité du connaissant et du connu. C'est-à-dire que la réalité est telle qu'elle comprend des choses qui ont une nature ou une forme, comme il dit. Cette forme des choses fait que les choses sont ce qu'elles sont. Et cette forme, elle peut se réaliser soit dans la réalité pour faire des choses ce qu'elles sont, soit elles peuvent se réaliser intentionnellement dans l'esprit. Et grâce à cela, nous comprenons la réalité telle qu'elle est, puisque nous la comprenons par ce qu'il a fait. Alors, quand on dit ça, on se dit c'est une thèse métaphysique très très étrange et qui ne correspond pas du tout à la réalité des choses, on pourrait dire. Oui, ça a l'air assez superficiel. C'est-à-dire, ça paraît tellement théorique, voilà, c'est ça. Alors qu'il s'agit de parler de, si je puis dire, ce dont nous faisons l'expérience quotidiennement, c'est-à-dire nous identifions les choses autour de nous. Qu'est-ce qui fait que nous les identifions? Puisque les choses ne viennent pas dans notre esprit, c'est que ce qui fait des choses ce qu'elles sont est appréhendé sous une certaine forme dans notre esprit. Ou ce qui fait que les choses sont ce qu'elles sont se trouve aussi dans notre esprit, mais d'une autre façon, disons de façon intellectuelle, et non pas de façon réelle. Mais cette thèse-là doit pas être prise, je pense, comme une sorte d'élucubration métaphysique, parce que ça correspond, me semble-t-il, à notre expérience quotidienne, quand nous identifions toutes les choses qui nous entourent, et quand même assez correctement. Alors on pourrait dire, oui, mais la science a montré que nous nous trompons, que les tables ne sont pas ce que nous pensons qu'elles sont un grouillement de molécules, etc. Bon. Certainement, il faut tenir compte de cela, mais si nous tenons compte de notre expérience quotidienne, et je dirais du sens commun, de la façon dont nous vivons quotidiennement, alors nous pouvons remarquer que la compréhension que nous avons de la réalité qui nous entoure est quand même suffisamment grande pour que nous puissions y vivre
sans risque particulier, voilà, on évite les obstacles, on reconnaît, on fait la différence entre un chat et sa voisine, etc. Donc on est pourvu d'une connaissance qui nous vient à la fois de la réalité, de notre capacité de comprendre ce qu'elle est et de la comprendre réellement. Alors on peut dire, mais est-ce que les antiréalistes nient cela? On va dire, mais ils ne peuvent pas nier cela, c'est tellement évident. Ouais. Non, mais ils réinterprètent le processus. tout le processus de telle façon que la réalité nous serait complètement opaque, ou même qu'elle pourrait ne pas exister. Ou alors qu'elle est plutôt désordonnée, dans le sens où elle est... Oui. Elle n'a pas de sens spécifique. Ce que vous avez dit auparavant, c'est-à-dire dans ce cas-là, eux disent, oui, mais cette capacité que nous aurions à nous représenter la réalité et avoir une réalité commune, par exemple, notre réalité est quand même assez commune, elle est liée uniquement à des outils ou des instruments qui sont humains, comme le langage, comme les représentations mentales. Ce n'est pas lié du tout à ce qu'est la réalité. Donc, ce qu'ils refusent, c'est ce réceptivisme, cette capacité que nous aurions à connaître les choses telles qu'elles sont, parce que effectivement, ça suppose, je pense, ce réalisme suppose quand même une idée de finalisme, c'est-à-dire ça suppose que la réalité est faite pour être connue par nous et que nous sommes faits pour la connaître. Donc ça oblige à adhérer à la finalité, à la notion de finalité. Oui, au moins, comme chez Aristote, à une finalité naturelle. Oui. Alors, est-ce que, ensuite, chez Thomas, cette finalité n'est pas simplement naturelle, parce que nous sommes des créatures, oui. etc. Mais ça réintroduit de la finalité. Les choses sont faites pour être connues, nous sommes faits pour les connaître. Si vous réintroduisez de la finalité... Il y a de l'ordre, et à ce moment-là, je veux dire, oui, ça ne correspond pas à la vision du monde que proposent les antiréalistes. Oui, ça suppose aussi que s'il y a de l'ordre, ce n'est pas simplement nous qui le donnons. Oui, voilà, c'est ça. Et ça suppose aussi... Mais ça suppose ce que la pensée, à partir disons, la fin du XVIIe siècle, a détesté, la finalité. C'est l'idée qu'il y aurait des causes finales dans le monde. Descartes, Spinoza... Mais Descartes, j'ai l'impression que c'était plus par désespoir de ne pas réussir à saisir la finalité telle que l'a proposée Aristote, qui paraissait un petit peu... Peut-être, je ne me prononcerai pas, mais en tous les cas, ce qui devient le plus détestable, c'est les causes finales. Et les causes finales, ceux qui croient dans les causes finales sont un tout petit peu naïfs, voilà. Et même très naïfs, ils sont un peu benés. Donc la philosophie s'est mis en tête, à partir où beaucoup de philosophes se sont mis en tête à éliminer les causes finales et à dire la science ne peut fonctionner que sans cause finale. Alors vous trouvez ça par exemple dans le darwinisme, dans l'idée qu'il n'y a pas de cause finale, l'évolution est sans cause et surtout sans cause finale. Elle est sans cause créatrice, mais elle est sans cause finale. C'est simplement un effet de hasard et de sélection naturelle. Donc, je simplifie beaucoup et je caricature, mais c'est quand même ça, sur le fond, me semble-t-il. Et évidemment, si vous remettez de la cause finale, vous n'êtes, à mon sens, pas obligé d'ailleurs de refuser la théorie de l'évolution du tout, parce que je ne vois pas pourquoi elle serait incompatible avec le finalisme. Mais en tous les cas, vous êtes conduit à dire qu'il y a un ordre réel, indépendant de nous, et que les choses se développent pour aller vers quelque chose, et pas de façon purement hasardeuse et sans signification, sans fin. Merci beaucoup.
Merci Monsieur Pouvet pour nous avoir permis de comprendre un petit peu ce débat et cette opposition.